Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici en direct du salon Eurosatory où nous allons parler de gestion de crise au niveau évidemment européen. Alors vous le savez, aujourd'hui nous sommes rentrés dans une ère de la permacrise, des crises qui sont simultanées, de plus en plus agressives, de plus en plus violentes et intenses, et on va parler de ces enjeux de coopération avec la nécessité d'anticiper, cette nécessité de se préparer, donc des enjeux de préparation qui sont très forts avec des axes évidemment de financement, de coopération. On reviendra aussi sur des enjeux de coproduction public-privé et la nécessité effectivement de développer des outils technologiques qui viennent en soutien des forces opérationnelles déployées sur le terrain. Tout cela, je le disais, doit se penser à l'échelle de l'Europe et nous allons y revenir avec nos invités. Évidemment, je vous invite aussi à vous procurer, à consulter ce rapport qui a été réalisé spécifiquement pour Eurosatory et dans lequel vous retrouverez une approche, une analyse internationale de la gestion des crises avec un certain nombre de pistes qui sont évoquées à la fois par des politiques, par des institutionnels et par des industriels. Je vous invite à le télécharger sur le site d'Eurosatory en français et en anglais. On parle tout de suite de la gestion des crises avec mes trois invités que j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau. Alors à mes côtés, le lieutenant-colonel Nisley. Merci colonel d'être avec nous ici au cœur d'Eurosatory. Je rappelle pour nos invités, chef d'état-major du commandement des formations militaires de la sécurité civile, de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Merci colonel d'être avec nous. À vos côtés Thomas Duroyon, fondateur et CEO de TRAC. Merci également d'être avec nous. Et puis nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Saour. Merci Guillaume d'avoir accepté notre invitation. Expert national détaché au Centre de coordination de la réaction d'urgence de la Commission européenne. On démarre avec vous, Guillaume, si vous voulez bien, sur cette dimension européenne, évidemment au cœur de l'actualité. Nous parlons de gestion de crise. Les feux de forêt, notamment, ont couvert l'actualité sur toute l'année 2023, avec des chiffres qui sont effectivement alarmants, il faut le dire. 1,5 million d'hectares partis en fumée pour l'Europe. On l'a vu en France, on l'a vu en Grèce, où effectivement les sujets étaient particulièrement préoccupants. Nous sommes donc là à quelques jours de l'entrée dans cette période qui peut être critique pour l'ensemble des territoires. Donc on va renforcer les actions et puis effectivement la nécessité de repenser nos modèles, de continuer à nous adapter parce que les prévisions nous le disent aussi. Donc selon les scientifiques, à horizon 2100, on doit s'attendre à une augmentation de près de 50% des feux de forêt. Donc la nécessité de renforcer les dispositifs et de s'adapter. On va voir comment avec vous. Et puis il n'y a pas que les feux de forêt, la question des inondations aussi. On sait que 2023, 2 millions d'Européens ont été touchés, frappés par ces catastrophes naturelles. Alors Guillaume Saour, aujourd'hui au niveau de l'Europe, au niveau de la Commission européenne, comment adresse-t-on ces sujets, cette nouvelle réalité? Comment repense-t-on nos modèles? Alors oui, effectivement, vous l'avez souligné, les problématiques feux de forêt, inondations. Avant de voir comment on pense l'organisation, il faut déjà s'accorder sur le constat. Enfin, vous l'avez fait, mais ce qui nous occupe, ce qui nous inquiète, ce qu'on anticipe, c'est effectivement principalement les effets du changement climatique, la multiplication des feux, les inondations, etc. Le fait qu'on a une probabilité d'avoir des crises, certes intersectorielles, ça on le savait déjà, en réalité ça fait 15 ans qu'on travaille dessus, mais aussi avec une très forte dimension multifactorielle, les facteurs pouvant se nourrir les uns les autres, ou alors la concomitance à l'échelle européenne de crises de nature différente, typiquement des feux de forêt éventuellement d'ampleur très importante, des inondations au même moment et à différents endroits en Europe. Et la vraie question, c'est en réalité, au moins pour ce qui va correspondre à la sécurité civile, c'est le risque de saturation des capacités des États membres et aussi de leur capacité de solidarité et de soutien les uns envers les autres. Alors, comment on s'organise, comment on envisage ça? Il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension, qualifions-la d'opérationnelle. Alors, au niveau européen, opérationnel, ça ne veut pas dire mener des opérations, les diriger et les commander comme on l'entend en France, mais ça veut dire assurer les filets de sécurité et la coordination entre les États membres pour permettre le soutien en termes de renfort, en termes d'équipement, etc. Donc ça, c'est principalement le MPCU, le mécanisme de protection civile de l'Union, et son renforcement, sa systématisation. À l'origine, c'était un système qui
permettait de mettre en adéquation une demande de renfort et une offre. C'est toujours le cas. Simplement, on développe aussi énormément maintenant des approches plus systématiques ou systémiques avec l'élaboration de réserves, de pools, comme on dit en anglais plutôt, de pools de compétences, de pools de ressources humaines et techniques que les États membres acquièrent avec des financements européens et s'engagent à mettre à disposition de l'ensemble en tant que de besoin, et des réserves stratégiques, principalement la d'équipement, financées par l'Union européenne et stockées avec des financements de l'Union européenne au sein des États membres avec une répartition géographique qui se veut correspondre à une analyse de risque. Donc voilà, en termes opérationnels, l'approche principale. Et après, il y a le sujet de coordination plus au sens stratégique et politique au niveau de l'Union européenne, là pour définir des orientations communes. Et ça, il y a déjà eu beaucoup d'améliorations au niveau du Conseil, avec des systèmes comme l'IPCR qui permettent la coordination de la position des États membres, au sein de la Commission avec différents outils. Et c'est un sujet qui va être fortement exploré, du fait aussi notamment de la menace de nature politico-militaire qui pèse à l'Est, avec la nouvelle commission qui va prendre son élan, et notamment un rapport qu'on attend de l'ancien président finlandais, commandé par la présidente von der Leyen. Et donc effectivement un rapport que nous serions susceptibles d'avoir en lumière au deuxième semestre, avec notamment cette nouvelle commission dont vous parliez, donc des sujets évidemment qui vont être sur le devant de la scène sur ce deuxième semestre et qu'on suivra bien entendu. Colonel, avec vous, revenons peut-être sur cette dimension opérationnelle terrain, en continuité de ce qu'évoquait Guillaume Sao. Et comment est-ce que vous percevez aujourd'hui, vous concrètement, l'évolution de vos missions eu égard à cette multiplicité, cette simultanéité des crises ? Alors, en préambule, si vous me le permettez, juste préciser qui nous sommes aux auditeurs. Les formations militaires de la sécurité civile sont des unités militaires qui sont mises à disposition du ministère de l'Intérieur pour des missions de secours et d'assistance à la population. Et à ce titre, nous intervenons en renfort des sapeurs-pompiers territoriaux sur les territoires nationaux et outre-mer. Mais également, nous sommes appelés à intervenir donc à l'étranger dans le cadre d'accords bilatéraux ou dans l'activation du mécanisme européen. Alors, à la réponse de l'appréciation de l'évolution des missions, globalement, il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, effectivement, une vraie multiplicité des engagements opérationnels. À ce titre, 2003 est une année tout à fait exceptionnelle pour nous, en termes d'engagement à la fois sur le territoire national mais également à l'étranger. Des missions qui s'inscrivent davantage dans le temps. On s'inscrit dans on étudie aujourd'hui des relèves de détachement qui est quand même qui jusqu'à présent était assez peu courant, et aujourd'hui ça a une tendance à se systématiser parce que l'événement est plus intense, parce que les conséquences sont plus dramatiques. Et enfin, un nouvel élément qui est en lien avec le contexte sécuritaire de nos engagements, qui pour l'instant nous était inconnu. Mais aujourd'hui, la dimension de la protection de nos intervenants doit être prise en considération. Donc ce sont des missions qui nous imposent de revoir notre schéma d'approche et notre organisation. Au-delà de cette organisation, ou plus précisément au cœur de cette organisation, il y a forcément un élément, et d'ailleurs c'est, je dirais, la colonne vertébrale de votre mission aujourd'hui au sein de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, c'est cette formation de vos intervenants, parce qu'on l'a compris, vous l'avez dit, c'est de plus en plus intense, c'est de plus en plus récurrent, c'est de plus en plus long, et donc effectivement des nouvelles missions qui s'imposent aussi à vous. Comment faites-vous évoluer la formation de vos intervenants ? La formation des intervenants, elle se base tout d'abord sur une redistribution des compétences, puisque nos unités sont à la base polyvalentes. Et au regard de l'évolution des risques, des catastrophes et de la nature des engagements, on va redistribuer ces compétences entre les spécialités de risques naturels et technologiques pour donner une cohérence. Une formation sur des outils qui intègrent un peu plus de technologie, parce que ça impose aussi une conduite en sécurité plus importante, sur un partage d'informations plus rapide et plus sécurisé, et une formation qui prend en considération une projection à long terme et dans un cadre de sécurité difficile. Donc, et ce à tous les niveaux, tant l'opérateur sur le terrain que le cadre en cellule de gestion de crise. Alors on parlait des technologies, on y reviendra sur ces différentes technologies que vous utilisez aujourd'hui, qui vous sont évidemment
utiles dans le cadre de la réalisation de vos missions, qui viennent en soutien, en appui, peut-être celles dont vous pourriez avoir besoin dans un temps proche, immédiat ou moyen terme. Peut-être Thomas, puisque finalement ça c'est votre domaine, cette innovation, cette technologie, vous êtes un peu le porte-parole, on va le dire comme ça, des acteurs du privé aujourd'hui qui agissent et qui construisent, qui développent, qui imaginent ces solutions au bénéfice des opérationnels sur le terrain. Comment est-ce que vous repensez aujourd'hui cette coopération, cette coproduction avec les opérationnels pour répondre au plus près de leurs besoins, mais de ces besoins qui évoluent et qui évoluent vite? Effectivement, je pense que la technologie aujourd'hui évolue très rapidement. Au-delà des missions sur lesquelles on peut être affecté, et la problématique que l'on va avoir, c'est comment définir une technologie, un produit finalement, parce qu'on n'est pas uniquement sur de la recherche, mais vraiment une utilisation opérationnelle. Comment pouvoir définir un produit qui va répondre à un besoin immédiat, potentiellement à un besoin futur, et surtout, on discutait à présent de la pluralité des crises, la multiplicité des crises, les différents environnements, les différents sujets. C'est comment pouvoir répondre avec le minimum de produits, en fait, à la majorité des cas d'usage qui sont nécessaires. Et je pense que pour ça, il y a deux aspects. Le premier, c'est de se rapprocher de l'utilisateur final. À un niveau opérationnel, l'opérateur en lui-même, pour notre part, on fait la géolocalisation, donc venir comprendre quel est le besoin au niveau de la sécurité de l'opérationnel pour la mise en place du système. Quelque chose de simple, quelque chose de rustique, quelque chose qui ne nécessite pas une formation très longue, sinon il ne sera pas utilisé tout simplement. Et également venir travailler à un échelon plus stratégique ou tactique pour pouvoir comprendre en fait comment on va pouvoir gérer la coordination des différents opérateurs sur le terrain et donc de répondre à un autre échelon. Et pour faire ça, c'est se rapprocher des utilisateurs à tous les niveaux pour mieux comprendre ce système-là. Il y a également dans un autre volet la compréhension du monde et de l'écosystème qui va se rapprocher, notamment quand on parle de sécurité civile ou au niveau des pompiers, c'est de se rapprocher de cet écosystème-là qui va permettre d'apprendre, de comprendre les besoins et peut-être de les regrouper. C'est-à-dire qu'avoir un contact avec la sécurité civile ne va pas forcément amener une réponse au niveau des pompiers SDIS, parce que les missions, malgré tout, sont différentes. Mais par contre, il peut avoir, d'un point de vue technologique, d'un point de vue approche produit, une similitude. À partir du moment où il y a une similitude, comment on est capable de la comprendre et le faire. Et pour ça, le J4, Safe Cluster, pour nommer que deux, ou Atraxis, qui justement va chercher ce type d'innovation dans le monde civil ou dans d'autres mondes pour venir le rapprocher à ce que nous on considère un petit peu le parent pauvre de la technologie aujourd'hui, de par sa rusticité, de par la complexité des missions et des environnements dans lesquels on opère, le marché de la sécurité civile, le marché des pompiers, qui va venir chercher ces innovations et se dire, et cette innovation est identifiée, elle fonctionne, comment je suis capable de la rapprocher dans un milieu de sécurité civile ou chez les pompiers. Alors peut-être une question qui est spécifiquement dédiée à TRAC, mais vous l'avez souligné, vous proposez de la géolocalisation en milieu contraint, ça c'est important de le rappeler. À quels usages est-ce que vous répondez aujourd'hui, à quels besoins vous répondez des opérationnels notamment ? Quand on regarde le sujet de la gestion de crise, nous allons travailler à deux niveaux principalement. On va faire ce qu'on appelle du Blue Force Tracking, c'est-à-dire du tracking coopératif. Les opérateurs savent qu'ils portent un tracker et ils sont généralement contents de porter un tracker. L'activité principale va être reliée à la sécurité de l'opérateur engagé. C'est-à-dire qu'en cas de problème, on est capable de détecter un souci au niveau de l'opérateur de façon manuelle ou automatisée en mettant un certain nombre de capteurs sur des capteurs de gaz, par exemple des capteurs de température, un capteur de chute, un capteur d'immobilité, ce genre de choses, où on va venir définir l'alerte au niveau de l'opérateur et en connaissant sa géolocalisation, on va être capable de le retrouver. Aujourd'hui, TRAC travaille dans les milieux extérieurs, mais également dans les milieux intérieurs, souterrains ou sans GPS. Comme le disait le colonel à l'instant, de plus en plus, la sécurité de l'opérateur peut être impactée et donc l'utilisation du brouillage peut faire le cas. La deuxième chose que l'on va avoir, c'est un petit peu cette coordination des équipes engagées. On a discuté à l'instant des dimensions qui deviennent un petit peu surréalistes. Il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, on n'imaginait pas forcément la taille. On a vu, alors un sujet un petit peu étranger, mais on a vu la taille des feux de forêt en Australie par exemple. C'est quelque chose d'absolument colossal. C'est comment pouvoir coordonner l'ensemble des acteurs qui vont être impliqués dans ce système-là.
le feu de la cathédrale Notre-Dame, par exemple, énormément d'opérateurs étaient engagés. Comment on est capable de savoir s'ils sont à l'étage, s'ils sont dehors, s'ils sont rentrés, est-ce qu'ils sont encore activés, etc. etc. Voilà. Donc notre métier principal, c'est pouvoir gérer cette coordination, sécurité de l'opérateur et coordination des équipes à un échelon plus élevé. Colonel, sur justement ces technologies que vous citiez, alors effectivement, avec ce qu'évoquait Thomas Durion, on l'a compris, cette sécurité de l'intervenant est absolument clé et va le devenir de plus en plus compte tenu de l'exposition à des crises, à des menaces qui sont de plus en plus violentes. Hein, c'est ce que vous évoquiez précédemment, les gigafeux auxquels faisait référence Thomas aussi, qui doivent être adressés. Quelles sont aujourd'hui les solutions technologiques, les outils, les besoins technologiques qui sont les vôtres, et quels seraient peut-être les outils qui suscitent un intérêt pour vos opérateurs aujourd'hui, vers lesquels vous avez une attention particulière ? Alors aujourd'hui, on utilise différents types de technologies, en particulier les drones, qui nous sont fortement utiles, en particulier pour tout ce qui relève des reconnaissances préalables, avant d'engager nos personnels, ou ne serait-ce que détecter des victimes isolées, avec une transmission de données et la capacité de faire de la cartographie. Donc à la fois au profit de l'opérateur avant son engagement technique sur le terrain, mais également pour la cellule de crise, sur le moment de décider de la priorisation, de l'engagement ou non de le personnel. L'avenir demain, c'est la capacité d'intégrer potentiellement l'intelligence artificielle pour nous appuyer dans l'analyse des données recueillies, potentiellement modéliser les sites reconnus pour avoir une appréciation plus fine de la zone sinistrée et de mieux apprécier notre manière de nous engager. Et on a également, et là c'est en lien avec la société, tout le monde est doté d'un téléphone portable. Aujourd'hui on travaille sur des équipements de détection de téléphones portables. Alors ça ne relève pas initialement de la sécurité civile, mais dans un contexte d'effondrement de bâtiments, cela nous permettrait de détecter plus facilement ce type d'équipement et donc par extension potentiellement une victime. Alors Guillaume, sur la partie européenne de l'accompagnement, du soutien à la fois en dotation d'équipements pour les différents pays, donc les différentes forces, et puis également en soutien aussi à l'innovation de ces différentes entreprises, et notamment beaucoup, on le sait, de PME, de start-up, puisque c'est souvent au cœur de ces plus petites structures que naît l'innovation. Quels sont aujourd'hui les fonds, les moyens qui sont mobilisés au niveau de la Commission européenne pour adresser ce sujet de la gestion de crise ? Est-ce qu'on suit finalement la même dynamique que ce qui se passe déjà au niveau de la défense, où des moyens importants sont mobilisés ? Alors, je ne crois pas qu'on soit sur la même dynamique, au sens où l'enjeu, la mesure de l'enjeu, l'intérêt est admis et on décide de s'engager dans le renforcement d'un marché. Oui, maintenant la même dynamique au sens où on n'a pas la structuration identique du tout de ce marché, on n'a pas les mêmes conditions, on n'est vraiment pas sur la même nature de marché. D'ailleurs, on a au sein de la Commission une direction générale qui suit les enjeux d'industrie de défense et on n'a pas le parallèle sur les enjeux qui seraient les industries de gestion de crise ou les industries de sécurité intérieure ou de sécurité civile. Par contre, de nombreux programmes existent pour favoriser le développement de technologies, pour favoriser dans d'autres cas l'acquisition de ces technologies, mais par contre ils vont relever alors tantôt de la DG ECO, tantôt de différents programmes, tantôt de programmes régionaux, tantôt de Home, la sécurité intérieure, etc. Donc là c'est vrai qu'il y a peut-être un peu de travail de cartographie à faire, mais ça existe. L'autre dimension, c'est non pas le soutien à l'innovation, etc., mais c'est la création de fait d'un marché, ou en tout cas le renforcement de fait d'un marché par les politiques d'acquisition de ressources qu'on peut avoir. Donc ça, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, en fait, surtout la notion de stock stratégique, mais également la notion de réserve, où on va vouloir développer des moyens particuliers, assurer leur stockage stratégique et leur emploi régulier, donc avec une continuité de l'approvisionnement, une continuité de la supply chain. C'est pas pour ça que c'est fait, mais la conséquence, elle est là. Donc pour mémoire, les rescue, donc les stocks stratégiques, ça concerne à peu près 134 items qui vont du NRBC en passant par le médical, le pharmaceutique, la logistique, le transport, etc. Dans les perspectives, il y a par exemple l'idée
l'idée d'une capacité de constitution d'un hôpital de campagne un peu... Alors, je ne sais pas si c'est sur le modèle de l'escrime français, mais enfin, c'est la même idée. Donc ça crée les conditions d'une activité économique et d'un marché. Ce n'est pas la même chose que le soutien direct, mais je pense que ça en fait partie, il faut le souligner, c'est quand même quelque chose d'important pour les industriels, plus ou moins spécialisés. Et j'en profite pour faire une petite aparté sur la notion de technologie et le soutien européen qui peut être apporté, non pas au sens où on l'évoquait, mais au sens où il y a une capacité dont la Commission dispose, notamment au centre de crise, qui est celle d'usage de technologie dans une logique d'aide à la décision. Alors pour l'instant, on n'a pas de l'intelligence artificielle en tant que telle, encore qu'on commence à développer ça. Mais l'idée, c'est qu'on puisse fournir, via des programmes qui existent, qui ont des noms glorieux, type Copernicus ou Aristotle, l'acquisition d'imagerie satellitaire, leur interprétation et la fourniture aux États qui en ont besoin, de l'Union européenne ou autres, d'outils d'aide à la décision, y compris sur des choses très, assez tactiques. Donc typiquement, récemment, de mémoire, c'est la Malaisie qui a demandé, suite à une problématique de catastrophe naturelle, à avoir une imagerie. Ça a été le cas en Libye, à la suite des inondations, où on a fourni des moyens, notamment à l'ONU, qui leur permettaient d'identifier les voies d'accès, etc. Donc ça aussi, c'est une plus-value de l'UE qui peut fournir ces outils. Alors, des grands États les ont en propre, mais ce n'est pas le cas de tous les États. Donc, voilà. C'était une petite aparté pour aussi souligner il y a cette dimension-là, plus à un échelon état-major, voire stratégique, qui est aussi important. Qui est important. Thomas, sur cette dimension-là, on le sait aussi, les industriels aujourd'hui appellent non pas à des subventions, mais bien à de la commande publique pour pouvoir continuer à innover, puis surtout adresser des marchés au niveau européen et international. Oui, tout à fait. Je pense que, comme on le disait à l'instant, tout ce qui va être subvention européenne sur le développement technologique existe. On voit une croissance, on voit un développement de ce type d'approche. C'est bien connu par l'ensemble des startups, même au-delà. On arrive assez facilement à bénéficier avec un vrai projet, mais on arrive assez facilement à bénéficier de ces subventions-là. Ce qui est important, c'est le gap entre cette recherche technologique et la capacité d'acquisition par un État membre, si on part de l'Europe, soit à un niveau national, du produit fini. Et c'est comme l'argent étant l'air de la guerre, surtout pour les startups, il est important de pouvoir trouver des solutions sur raccourcir le temps d'acquisition à niveau national sur quelque chose qui a été démontré, validé lors d'un projet européen, par exemple, ou d'un projet national, une subvention nationale d'un point de vue technologique, et comment on est capable de venir raccourcir d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue financier, d'un point de vue décision, parce que c'est trois étapes importantes pour la start-up, de pouvoir mettre en place quelque chose qui va permettre d'aller assez rapidement, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour les opérationnels, et je pense que le Colonel Nisset pourra confirmer cela, c'est de tester quelque chose qui fonctionne, et finalement, on ne peut pas l'acquérir sous 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, parce que finalement, le process se met en place. Donc effectivement, sur des éléments très stratégiques, on va avoir des solutions possibles, on va pouvoir avoir un certain nombre d'accélérations, mais sur du matériel qui finalement pourrait être utile, qui ne rentre pas dans certaines cases, il va être plus difficile de l'acquérir. Donc, il y a ce côté-là, et du côté start-up, c'est comment faire comprendre également à des investisseurs, à des banques, comment on est capable de pouvoir bridger ce temps-là, et que les marchés finalement de la sécurité civile et de la crise au sens large en général sont des marchés qui sont profitables pour les industriels, importants, voire d'importance vitale ou d'importance stratégique pour les opérationnels. Et au-delà de ça, que tout le marché de la technologie de défense, parce que la sécurité civile fait partie du ministère des Armées, même avec des applications qu'on considère peut-être un peu plus civiles, ne sont pas forcément, donc toutes les technologies de défense ne sont pas forcément des technologies létales. Et c'est un petit peu ce gap aujourd'hui qui existe dans la gestion de crise. On voit la crise comme
une crise militaire comme autre chose, alors qu'il y a d'autres solutions à mettre en place. Et donc là, effectivement, des évolutions qui sont attendues, mais je crois que là encore, c'est aussi à l'œuvre et vous faites évidemment référence en filigrane à la taxonomie, notamment européenne. Et là, on voit qu'il y a effectivement, et cela évidemment est dû notamment au conflit russo-ukrainien, qui a permis aussi de revoir un certain nombre de positions et donc de pouvoir séparer, en tous les cas, clarifier un certain nombre de projets pour effectivement peut-être écarter certaines des solutions auxquelles vous faisiez référence, qui sont nécessaires à la protection des citoyens, venir en aide aux victimes, le secours que vous portez évidemment, colonel. Guillaume Saour, un mot sur la réserve, vous l'avez souligné de manière un peu rapide tout à l'heure et je vous propose qu'on y revienne peut-être en 2 mots, cette réserve européenne, notamment de la protection civile. Oui, alors comme je l'ai expliqué, je vais prendre un peu plus de temps. Du coup, le principe du mécanisme européen de protection civile, à l'origine, c'est mettre en rapport une demande de soutien et une offre de soutien. Donc des États disent j'ai un problème, j'ai besoin de ça. Et d'autres États membres répondent, d'ailleurs pas que des États membres, puisqu'il y a aussi des États partenaires, répondent en disant moi j'ai ça qui correspond, etc. C'est bien, mais il n'y a pas de garantie que ça marche tout le temps. Donc, l'idée, ça a été de développer cette notion de réserve ou de pool, qui est à la fois une notion de réserve au sens d'équipement, mais une notion de réserve aussi au sens de savoir-faire et de capacité de déploiement opérationnel. Donc, le principe, c'est que là, on identifie des besoins. Donc ça se base sur le travail autour du retour d'expérience, autour du retour d'expérience des déploiements via l'UCPM, mais aussi autour de l'analyse des risques. On identifie donc des besoins particuliers et on propose aux États membres de les développer avec un financement européen. Donc les États membres développent à la fois ce savoir-faire et l'acquisition des équipements qui vont bien, qui peuvent être nouveaux ou pas, ça c'est assez variable. Pour leurs propres besoins, simplement comme c'est sur un financement européen, ces équipements et ces ressources sont prioritairement disponibles pour la solidarité européenne à travers le mécanisme de protection civile. Donc c'est une autre manière d'ailleurs, soit dit en passant, de renforcer cette idée du marché. Encore une fois, ce n'est pas le but, mais ça y contribue. Donc c'est financer en fait l'augmentation des capacités des États membres sur des besoins dont on a convenu qu'ils ont une dimension européenne et qu'en fait il y a un intérêt à les partager. Et l'État membre qui les acquiert s'engage à les mettre à disposition en tant que de besoin. C'est différent donc du stock stratégique, Rescue, où là d'ailleurs on est un peu moins sur des savoir-faire, plus sur des équipements. Où on se base aussi sur le retour d'expérience et sur l'analyse des risques et où on va acquérir sur financement européen ces équipements, ces ressources donc qui vont du NRBC, ressources médicales, la capacité d'avoir des capacités de mise à l'abri, d'abri en cas de catastrophe naturelle, peut-être le développement d'une capacité d'hôpital de campagne, donc c'est assez varié. Là, on les acquiert avec des fonds européens. Simplement, ce sont des États membres qui soit les achètent juridiquement, soit les conservent et qui en assurent le MCO, enfin le maintien en condition opérationnelle, la gestion du stock, etc. Et eux sont répartis géographiquement à l'échelle européenne selon une logique d'analyse des risques. Voilà. Typiquement, sur le NRBC, on a des stocks en France, mais on a aussi des stocks pas loin de la frontière ukrainienne, dans des pays comme la Pologne ou autres. Merci beaucoup, Guillaume. Revenons un moment sur ces enjeux de coopération au sens aussi des évolutions de missions. Colonel, peut-être on peut faire un point avec vous. On l'a évoqué, des missions qui évoluent. Depuis lundi, ici au cœur d'Eurosatori, on parle aussi de l'évolution des missions des armées au sens large, avec notamment l'impact climatique qui a des répercussions sur les missions opérationnelles des armées. Comment aujourd'hui est-ce que vous voyez évoluer ce renforcement de coopération ? Elle existe déjà, mais vous l'avez dit, les missions évoluent et vont nécessiter de coopérer plus encore. Absolument. Alors la coopération existe déjà et d'ailleurs elle va être mise en œuvre ce mois-ci dans le cadre de la lutte contre les incendies de forêt, puisque dans le cadre du protocole Héphaïstos qui lie le ministère des Armées et le ministère de l'Intérieur des Outre-mer, des moyens militaires nous sont mis à disposition pour renforcer nos capacités, notamment en termes de projection, avec en particulier la mise à disposition d'hélicoptères pour permettre le transport de nos équipes spécialisées sur feu inaccessible, voire renforcer les capacités des groupes appui destinés à le faire
la réalisation de pare-feu ou de traitement de lisière active avec des engins du génie militaire. Cette coopération, elle existe également, mais par anticipation sur le sujet de l'outre-mer en particulier, en prévision des saisons cycloniques par lesquelles les armées, en lien avec la sécurité civile, mais également les services déconcentrés de l'État, réalisent annuellement des exercices en amont de la saison pour se coordonner, régler les éléments de procédure et préciser la connaissance de manière à ce que, au moment de l'événement, la coordination puisse être effective le plus rapidement possible. Alors ça c'est aujourd'hui. Demain, effectivement, les changements climatiques laissent supposer des événements plus intenses, plus violents, qui vont dépasser le simple cadre de la sécurité civile, mais devenir vraiment intersectoriels, avec des sujets, comme je disais précédemment, de sécurité publique. Je pense que demain, nous serons amenés à faire des exercices, non pas chacun dans son domaine de spécialité, mais un exercice conjoint, où il y a le partage à la fois des moyens capacitaires, mais aussi des compétences, de manière à aborder la crise potentielle dans toute cette diversité d'effets, mais également des responsabilités à engager pour apporter la réponse la plus efficiente. Là, on parlait du niveau national. On l'a vu l'année dernière aussi avec cette terrible saison des feux de forêt qui était très intense. Et donc, on a vu un certain nombre d'opérationnels européens venir prêter main forte. C'est aussi ce que vous faites, par ailleurs, aller prêter main forte à nos voisins dès lors que cela vous est demandé et que c'est nécessaire. Quels sont aujourd'hui les axes de coopération qui pourraient être renforcés avec nos alliés européens pour être encore une fois plus efficaces sur des crises qui n'ont plus de frontières aujourd'hui ? Absolument. Alors cette coopération existe et je rebondis sur les propos de monsieur relatifs à la réserve de sécurité civile, ou enfin de protection civile. Cette coopération commence par des détachements dits certifiés par l'Union européenne. Certification qui repose sur des compétences et des capacités techniques d'autonomie, parce qu'il ne faut pas être non plus un poids pour le pays sinistré qu'on vient assister. Des compétences techniques et des capacités d'intervention. Cette coopération, globalement, repose sur des exercices conjoints au cours duquel le détachement est évalué, apprécié dans sa compétence et sa capacité. Et ces exercices-là nous permettent de nous confronter ou de travailler conjointement avec ces autres détachements. Le gros avantage, d'une part, c'est la garantie de cette capacité de réaction, mais également de connaître nos potentiels interlocuteurs et partenaires demain déployés sur le terrain. Cette connaissance humaine est absolument primordiale, en plus de la compétence technique. Nous avons par ailleurs quelques actions de coopération dans le cadre de la DCSD et la MREI, dans le cadre d'actions de formation à l'étranger, où il s'agit là de dispenser des connaissances techniques sur des domaines très précis de savoir-faire. Et enfin, des coopérations qui se font, nous, dans le cadre des unités militaires, dans le cadre de jumelage avec les unités militaires espagnoles, puisque c'est le seul État européen à disposer d'unités militaires. Aujourd'hui, privilégier un pays plus que d'autres en sujet de coopération, il me paraît difficile. Et effectivement, l'environnement et l'assise qu'offre l'Europe est absolument judicieux et très pertinent. Thomas, un mot sur la technologie au cœur de cette coopération, parce que là, encore une fois, elle joue un rôle clé. Évidemment, vous l'avez compris, on parle de cette notion d'interopérabilité pour pouvoir mieux communiquer, pour pouvoir gérer effectivement, notamment au niveau des centres de commandement, par exemple. Et donc là, c'est une dimension qui est de plus en plus prégnante, de plus en plus importante au cœur de la technologie. Comment est-ce que vous l'adressez ? Je pense que quand on regarde le développement technologique, il va falloir dès à présent, dès le départ, pouvoir réfléchir à une utilisation multinationale. Avec donc une simplicité d'utilisation. Ça ne sert à rien de fournir à quelqu'un qui vient d'arriver sur le terrain un manuel de 600 pages pour lui expliquer comment va fonctionner le système. Je pense que ça, c'est ce côté qui est important, c'est de réfléchir. Encore une fois, on parlait de l'opérateur tout à l'heure, c'est revenir au niveau de l'opérateur, revenir à cette capacité d'interaction et avoir une architecture qui, par design, doit être interopérable avec d'autres systèmes. Il est important de pouvoir faire remonter l'information. Si on regarde les feux de forêt par exemple dont on parlait, l'utilisation d'un Canadair sur des feux de forêt à l'étranger, on va avoir un certain nombre de personnes. Si le Canadair utilise un système, les personnes qui sont sur le sol en utilisent un autre et le commandement en utilise un troisième,
forcément on ne va pas pouvoir se parler. Donc c'est avoir cette réflexion au niveau de la technologie, de cette interopérabilité, de cette multiplicité des langues également, parce que quand on regarde une visualisation, quand on regarde un certain nombre de symboles, s'assurer que les symboles des différents pays sont potentiels. Et enfin, la question de la norme. C'est également un point qui est important, c'est de se dire, est-ce que mon produit va être utilisé uniquement dans un théâtre national ou il va être potentiellement utilisé à l'international? Et il ne faudrait pas que nos acteurs français qui sont déployés à l'étranger ne peuvent pas utiliser le matériel dont ils ont l'habitude d'utiliser, tout simplement parce qu'il n'est pas normé au pays dans lequel on se trouve. Donc, véritablement penser international, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais penser international dès le départ et se dire comment je suis capable de répondre à ce besoin, aussi bien en France avec les acteurs français, en France avec des acteurs étrangers, ou à l'étranger pour des acteurs français avec les étrangers. Et puis donc une grande agilité qui est aujourd'hui nécessaire pour les industriels, et c'est pas forcément toujours ce qui est le plus simple. Et puis on l'a compris dans le sujet qui nous occupe aussi, c'est que ces technologies, il va falloir penser dès aujourd'hui des utilisations qui vont être de plus en plus rudes, là encore une fois, c'est-à-dire du matériel qui est en capacité d'adresser une mission à plus 50 degrés et le lendemain quelque part à moins 40 degrés. Je pense que je n'exagère pas, colonel, c'est déjà presque le quotidien. Absolument. Alors, c'est très important, comme disait monsieur, parce que l'opérateur, en fait, il est polyvalent. Il pourra très bien être engagé sur un sujet de risque naturel ou un sujet de risque technologique, mais également, pour l'avoir vécu, nous avons acquis un radar de détection en 2010 qu'on a mis en œuvre pour la première fois en janvier à Nogent-le-Rotrou dans la neige. Et 24 heures après, il était mis en œuvre en Haïti. Donc il y a une petite différence de température et effectivement la nécessité d'avoir un outil simple pour comprendre son fonctionnement et sa mise en œuvre et ce côté rustique et pas de fragilité, absolument. Simplicité et robustesse sont à l'ordre du jour. Guillaume Saour, un mot, peut-être le dernier mot de cet échange sur cette coopération. On l'a compris, coopération européenne qui est à l'œuvre, mais qui doit continuer de se renforcer. Et on l'a compris, on est dans un monde qui est très mouvant. Et donc, il va falloir continuer, amplifier ce travail collectif au niveau de l'Europe. C'est aujourd'hui une illustration. En ce mois de juin, il y a un certain nombre de sapeurs-pompiers qui sont arrivés en France, qui vont rester à nos côtés jusqu'à la fin août, probablement. Donc on a quelques pompiers slovènes, italiens, des Roumains, des Slovaques, d'autres nations aussi, me semble-t-il, qui nous ont rejoints, qui viennent prêter main forte aux opérationnels compte tenu de cette période de feu de forêt qui s'annonce et qui débute. Est-ce qu'on peut dire un mot sur cette coopération, Guillaume Saour, et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à la renforcer ? Alors, on fait référence au prépositionnement qui, donc, effectivement, dont la France bénéficie, mais qui, en fait, a une logique liée au feu de forêt, donc, qui suit à peu près l'arc méditerranéen, puisque la même chose est valable pour le Portugal, l'Espagne, l'Italie et la Grèce, qui accueillent effectivement aussi des unités de différents États membres, avec la même logique de prépositionnement, de participation au dispositif feu de forêt. Et d'ailleurs, la France reçoit, mais prête également. Alors par contre, je me souviens plus dans quel pays, mais la France participe aussi. Bon, c'est quelque chose, il faut souligner déjà que c'est la résultante des retours d'expérience successifs sur les problématiques de coopération et d'interopérabilité dans le cas des feux de forêt. Cas réel ou exercice, par exemple en France, il y a un exercice de mémoire il y a 2 ans peut-être qui avait été organisé avec comme objectif de tester cette interopérabilité, qui a eu des retours d'expérience très importants sur les responsabilités qu'un pays d'accueil, le host member va devoir assurer en termes de coordination de commandement, etc. Donc là, c'est quelque chose qui correspond à un phénomène qui est assez bien entre guillemets calibré, parce que c'est un phénomène saisonnier qu'on peut prévoir, organiser d'année en année. Le bénéfice qui est attendu, c'est une augmentation de l'interopérabilité, aussi au sens culturel du terme, le fait de diffuser cette culture-là au niveau de l'ensemble des États membres ou des États participants au MPCU sur la problématique feu de forêt. Je pense qu'il va falloir continuer à le renforcer. Ça, c'est acquis. On verra ce que dit le retour d'expérience de cette année. Donc je ne préjuge pas de la manière dont il va évoluer par la suite. C'est ça la priorité. Ensuite, on verra dans un deuxième temps, et là je ne peux pas donner de calendrier, si ce modèle-là est applicable à
d'autres problématiques, d'autres phénomènes avec la possibilité de prépositionner, c'est-à-dire quand même un minimum d'anticiper, mais pas d'anticiper au sens de l'analyse des risques, de la probabilité d'anticiper sur quelque chose qui est à peu près, pas certain, mais dont la probabilité est très forte. Donc, voilà, sur l'extension du modèle à d'autres problématiques, à d'autres risques, c'est moins évident, même si c'est intellectuellement séduisant, donc ça on verra ça un peu plus tard. Et donc effectivement un sujet au cœur de l'actualité que nous continuerons à suivre tout au long évidemment de cette année 2024 et au-delà 2025, puisqu'un certain nombre d'actions seront continuées à porter évidemment au niveau européen, mais encore au niveau national. On l'a compris, cette gestion de crise nécessite de se réinventer, c'est ce qui est à l'œuvre et qui repose aujourd'hui sur un pilier essentiel, le collectif. Et je crois que votre présence à tous les trois aujourd'hui ici au cœur d'Eurosatory en est une belle illustration. C'est donc la fin de cette séquence. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez évidemment connectés. L'actualité en direct d'Eurosatory continue.